voit que le système qui est en cause, c'est un système qui est axé sur l'exploitation de la planète constamment, puis l'exploitation des êtres humains. Je ne peux pas accepter ce niveau-là de souffrance ailleurs pendant que moi, je me gave, puis que je me gave sur le dos des autres. Alors, Sarah Charland-Fauché, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, Sarah, tu as fait des études en sciences politiques. Tu es coordonnatrice du Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement social, qu'on appelle CIBLE, qui est basé à Rimouski. Tu as coordonné les 23e Journées québécoises de la solidarité internationale qui avaient lieu en novembre dans le Bas-Saint-Laurent, avec pour slogan « Changeons le système, pas le climat ». Qu'est-ce que ça veut dire « Changeons le système, pas le climat » ? Ça veut dire qu'on met la cause de la problématique actuelle sur des changements climatiques sur le système. En fait, c'est à lui qu'on attribue la faute, au système capitaliste, puis au système de valeurs aussi qui sont intégrés dans ce système-là. Là. Avec la croissance, la surconsommation qui crée toute cette pollution-là. Donc, c'est ce changement-là qu'on veut et non changer le climat. Donc, on fait un lien, ou vous faites un lien entre le système économique qui est le nôtre et l'état de la planète. C'est ça que je comprends? Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu? Qu'est-ce qui est responsable de la crise climatique? Mais tu sais, il y a toujours eu des changements climatiques, mais le débat actuellement, il est sur c'est la faute à qui ou si c'est un phénomène naturel. Puis pour la majorité des scientifiques, mais pour aussi les gens comme moi qui sont sur le terrain puis qui font de l'éducation, on le voit que le système qui est en cause, c'est un système qui est axé sur l'exploitation de la planète constamment puis l'exploitation des êtres humains. L'exploitation des êtres humains, c'est pas nouveau qu'on la connaissait, qu'on connaissait ses impacts, l'extrême pauvreté, un nouveau type d'esclavagisme, des violations des droits humains. Mais là, en plus, ce système-là, maintenant, les changements climatiques nous montrent qu'on l'a exploité aussi. Son territoire, la terre, les ressources, ça a créé tellement de pollution que ça a créé une serre autour de la planète, en fait, qui réchauffe notre terre, en fait. Puis c'est ce système-là qui l'a le plus activé depuis 500 ans, là, avec une croissance qui se veut infinie. Es-tu capable de retrouver dans ton histoire à toi le déclencheur ou le déclic qui a fait que tu as eu envie de contribuer? J'ai eu la chance d'habiter à la campagne chez mon père une fin de semaine sur 2. Fait que là, il y a un lien avec la nature encore là, direct, super important. Puis après, l'autre déclic vraiment important, c'est un stage au Nicaragua quand j'avais 14 ans. C'est sûr que là, le changement drastique, il se fait là sur la responsabilité d'agir. La rencontre avec des êtres aussi généreux, j'en avais jamais rencontré. J'avais écrit dans mon journal intime là, de jeune fille de 14 ans, là, j'ai découvert l'amour universel parce que j'avais été pour la première fois touchée. J'avais jamais vu des gens qui pouvaient être généreux comme ça, avec si peu. Ces valeurs-là, je les avais jamais côtoyées. Puis je me suis rendu compte que ça existait. Puis après aussi, bien, c'est sûr qu'avant de partir, puis là-bas, bien, les gens, ils nous ont semé aussi l'esprit de révolte, puis d'indignation, puis de dire que les choses pouvaient changer, puis qu'on n'était pas coupable de la situation, mais qu'on était responsable. Puis là, de comprendre l'histoire de la colonisation, de comprendre, je les ai vus de mes yeux, là, les compagnies textiles au Nicaragua qui faisaient mes vêtements. Fait que, tu sais, quand tu reviens, tu es un ado, tout d'un coup, Nike, Reebok, Adidas, c'est plus la même chose. Tu as vu qui travaille là-dedans, tu as vu ce que les usines ont l'air. J'avais vu les champs de canne à sucre. Et puis jamais, là, moi, j'ai encore envie. Ça me lève le cœur quand je rentre. Tu sais, c'est le temps des fêtes, ce temps-ci. Je vois le kilo de sucre là, à 99 cents ou à... Pour vrai, ça me fait encore des hauts le cœur. Ça me décourage aussi des fois. Parce que tu connais l'histoire du sucre. Ben parce que je connais l'histoire du sucre, je connais qui est derrière, puis on est tellement heureux d'acheter ce sucre-là à $1. Tu sais, c'est un décalage complet avec de où il vient, avec qui l'a fait, c'est impossible de payer ce prix-là. À chaque fois qu'on fait ça, on appuie l'esclavage. Mais qui voudrait dire qu'il appuie l'esclavage? Qui voudrait dire que je suis encore là-dedans, puis que mon party des temps des fêtes, j'ai pu le payer aussi peu cher parce que j'appuie l'esclavage? Personne ne veut dire ça. Puis bonne chance pour le dire dans un party de Noël en famille. Mais ça a été semé à 14 ans. Fait qu'après, oui, j'ai été en décalage, là, c'est sûr, avec les gens. La seule chose que je pouvais faire, tu peux pas être en confrontation tout le temps avec tout le monde autour de toi. Donc, c'est rendre plus sensible à. Tu sais, c'est ça, sensibiliser, rendre plus sensible à. Puis je me rends compte que les personnes, ils partent
Il y en a avec qui c'est très facile parce que je pense qu'ils naissent comme ça. Puis il y en a avec qui c'est plus difficile. Puis il y a besoin de modèles de sensibilité autour d'eux aussi. La crise climatique, ça change nos vies, ça change l'agriculture, ça change les catastrophes naturelles qu'on voit un peu partout sur la planète, ça change les migrants qui se déplacent pour quitter des endroits qui sont plus vivables. Ça nous oblige à être responsables des impacts de nos actions, de notre système économique, de notre consommation. Ça va tout changer. On sait que à notre époque, en tout cas depuis les années 80, l'écart entre les riches et les pauvres a recommencé à augmenter. Si on avait fait certains gains durant le 20e siècle, on a commencé à perdre du terrain. Parle-moi un peu des gens qui sont aux deux bouts de la pyramide sociale, si on veut. Les gens qui souffrent le plus des changements climatiques, puis les gens qui en sont responsables. Peux-tu me parler de ces deux? Bien, c'est le concept qu'on traitait cette année, là, de justice climatique, en fait, comme quoi il y a une injustice entre les personnes qui sont le moins responsables, donc les personnes les plus vulnérables dans les pays du Sud, les pays insulaires. Les gens, c'est sûr que quand tu vis avec 1 ou 2 dollars par jour, c'est pas toi qui consomme le plus, qui pollue le plus. Et à l'autre extrême, tu as les gens qui vivent avec des millions à tous les jours. Puis c'est sûr qu'ils consomment, ils se transportent, ils exploitent la planète de différentes façons par leurs industries. Puis c'est eux qui sont grandement responsables, en fait, de cette situation-là, mais c'est pas eux qui en paient les coûts. À l'autre bout du spectre, peux-tu nous parler d'histoires concrètes de gens qui subissent déjà l'effet des changements climatiques? Oui, ben il y en a un peu, il y en a un peu partout, là. C'est sûr que, tu sais, l'Inde, en ce moment, a plus que 500 000 personnes qui sont déjà déplacées ou affectées ou blessées par des catastrophes ou des phénomènes reliés au changement climatique. C'est beaucoup, beaucoup les sécheresses, là. L'Inde a connu des pics de température à 56 degrés. Dans les dernières années? Oui, dans les dernières années. Donc, ça, c'est des cas, c'est des cas concrets. Ça se passe en ce moment. À Haïti, le nombre de séismes qu'il y a eu dans les dernières années, de cyclones, de vents. Mais tu sais, c'est toujours interrelié parce que Haïti serait plus résilient à ces changements-là s'il n'avait pas été exploité de cette façon-là. Aussi, tu sais. Mais en Bolivie, des changements de température extrêmes aussi qui vont causer des gels. Fait que les gens qui cultivaient depuis depuis des millénaires, en fait, là, dans les Andes, en hauteur, qui sont habitués à ce type de culture-là, bien là, les cultures gèlent. Puis après, ça fait des sécheresses, puis le feu prend comme ça. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas d'autre alternative quand ton mode de vie... Tu sais, on comprend mal des fois ici parce que nos modes de vie maintenant, c'est avec les ordinateurs, c'est avec d'autres types de travail, mais la grande majorité de la population, elle vit de son travail de la terre au quotidien. Fait que quand cette terre-là assèche, bien, c'est catastrophique. Tu sais. Puis j'ai pas un passeport pour déménager ailleurs ou de l'aide pour aller ailleurs, où je vais me retrouver dans les villes, dans encore plus de pauvreté. Partout sur la planète, ça se passe déjà. On le voit avec la quantité de migrants puis de gens aussi qui tentent de quitter à tous les jours. C'est l'image, pour moi, des changements climatiques aussi. Hein. Quand je demande aux jeunes, là, dans les classes que je vais, l'image qu'ils ont des changements climatiques, c'est systématiquement des images sans humain. C'est des cyclones, c'est des tempêtes. En général, c'est pas mal ça. Tempêtes, cyclones, tsunamis qui vont sortir, là, comme des grandes marées. Mais on parle vraiment rarement des êtres humains. Tu sais, on ne me dira pas l'image des changements climatiques, c'est les bateaux qui partent des pays africains pour se déplacer vers l'Europe. Cette image-là n'est pas présente, puis pourtant, c'est une image marquante parce que chaque jour, c'est des milliers de personnes qui tentent de fuir un territoire qui est en train de mourir. L'esprit de communauté devient extrêmement urgent pour être résilient par rapport aux crises qui sont déjà présentes et qui s'en viennent. Ça change qu'on a besoin d'être extrêmement accueillant pour tous les gens de la planète qui doivent déjà quitter leur lieu en ce moment. Ça change qu'on doit être beaucoup plus généreux aussi envers les autres pays du monde. Donc, s'allier ici aussi encore nos communautés qui vont bien pour appuyer des communautés qui sont plus en difficulté, puis les aider à pouvoir rester sur leur territoire.
pour qu'il y ait des solutions, ben, il faut probablement mettre le doigt sur le problème, mais il faut aussi plus de solidarité des responsables des changements climatiques. Est-ce que ça, c'est en marche à tes yeux, du point de vue de Canadiens comme nous? Non. Ben non, parce qu'on n'est même pas capable. On reconnaît très peu notre responsabilité dans les inégalités sociales puis les impacts de la colonisation. On a de la misère à le reconnaître par rapport à nos propres populations autochtones ici. Ça, on commence là, du bout des lèvres à s'excuser, à mesurer les impacts que la colonisation a eus sur eux puis sur la destruction de leur territoire, leur mode de vie. Fait que là, de le commencer... Peut-être qu'en Europe, ça se passe. J'ai l'impression que ces discussions-là se passent parce qu'ils ont un passé colonisateur fort, comparé à ici, on ne se voit pas comme des colonisateurs. Là. Est-ce que ça se passe? Ça s'est parlé à Madrid, mais les pays les plus riches n'étaient pas ouverts du tout encore à une solidarité. Le gouvernement de l'Équateur, il y a quelques années, avait dit vous voulez qu'on préserve l'Amazonie, bien, payez, parce que sinon, vous, depuis 100 ans, vous l'exploitez, votre pétrole, vous vous êtes développé, vous avez développé vos hôpitaux, vos routes, toute votre industrie. Puis là, vous nous dites à nous, non, ne touchez pas à votre pétrole parce qu'on a besoin que vous mainteniez l'Amazonie. Bien, oui, c'est pour nous aussi, on veut la garder, on veut la préserver, mais ça a un prix. Puis on n'a pas cet argent-là dans les coffres de l'État pour se développer autrement parce que tout le passé de colonisation, toute l'exploitation par les multinationales en Équateur fait que le gouvernement, dans ses coffres, n'a pas l'argent nécessairement pour pouvoir financer une diversification haute de l'économie. Là. Donc, ça se discute, là, mais je ne pense pas qu'on se sente encore très concerné. Tu es en contact beaucoup avec les jeunes. Comment est-ce que tu parviens à dépasser l'abstraction? Bien, beaucoup, un peu avec leur consommation, parce que c'est sûr que j'ai l'impression que la majorité, puis c'est pas juste les jeunes, les adultes aussi se considèrent avant tout comme des consommateurs, ils diront pas comme ça, là, mais comme des consommateurs plus que comme des citoyens. L'identité est plus reliée autour de la consommation, fait qu'on part des objets de consommation, justement, qu'ils utilisent à tous les jours. Tu sais, les gens critiquaient souvent les enfants, les jeunes ne savent plus que l'œuf vient de la poule, le lait vient des vaches. Moi, je pense que ça va mieux. Là. Je ne sais pas si ça a déjà été mal, mais en tout cas, la plupart des jeunes le savent. Mais de savoir de où vient ce qui est dans mon cellulaire, tous les objets, puis c'est chez les adultes aussi, on est complètement inconscient de l'histoire de ça. Puis déconnecter aussi que ça aussi, ça vient de la nature, que le pétrole, il fait partie de la nature, que c'est pas une matière morte complètement, puis de comment... Fait que je refais le tracé de ça. Là. Je peux prendre un crayon, je peux prendre leur cellulaire. Le plastique, c'est du pétrole. Oui, puis il était sur un territoire, puis je leur montre, ils n'avaient jamais vu, en général, des images de puits de pétrole ou de mines. Ils en ont vu très peu, en fait. Fait que juste de réfléchir, est-ce que ça se peut, avant, il y avait une forêt? Est-ce qu'il y avait des gens? Est-ce qu'il y avait des animaux? Les animaux, ça touche beaucoup, là. Plus que les humains. Oui, probablement à cause de la littérature jeunesse, toutes sortes de choses. Très jeune, les animaux, c'est innocent, c'est beau. Très jeune, qu'est-ce qu'on apprend comme mot en premier? Hein? Le cri de l'éléphant, le cri de la girafe. Je pense que ça nous marque pour la vie après, là, de cet amour-là pour les animaux. Tant mieux, mais il y a du travail à faire pour aimer autant les êtres humains. Mais je touche beaucoup, c'est ça, à leur consommation. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour déjeuner ce matin? De comprendre qu'il y a des gens qui ont touché à leurs vêtements, qui ont cousu ça, que ça, c'est une fleur de coton ou c'est du pétrole, puis avec des images. Là. Ça les marque. Moi, souvent, des fois, il y a du dégoût dans la... Ah, il y a quelqu'un qui a touché à ça. Je dis, bien, vous pensez que c'était quoi? Bien, un robot, tu sais. Fait que là, on a souvent, c'est ça, on critique vraiment souvent la déconnexion, là, vache, lait, œuf, poule, là, mais c'est fou, la déconnexion avec toutes les autres matières aussi. Puis si on la comprend pas, on peut pas comprendre comment on est en train d'abîmer notre terre. Fait que pour eux, leur image de la pollution en général, c'est le déchet jeté à côté de la poubelle. Mais tu sais, ça, c'est rien, finalement, le déchet à côté de la poubelle, comparé à tout l'ensemble de pollution qui est généré par... toute notre surconsommation. Parce que c'est un peu ça le défi, de connecter ce qu'on pense, ce qu'on sait, avec ce qu'on fait. Quand on parlait d'abstraction, là, on a un rapport abstrait au monde, mais c'est de revenir à ce qui est concret. Dans le fond, ce que je porte, ça a un impact. Il y a une histoire à ce que je consomme, puis donc il y a un impact. Oui.
Et je travaille même beaucoup sur les... Tu sais, des fois, je me lance pas toujours là, dans dénoncer les compagnies minières ou de plus en plus dans plein d'interventions que je fais, puis avec des jeunes puis moins jeunes, mais on revient au système de valeurs. Parce que je me dis que même si demain, le capitalisme tomberait, peu importe, le système de valeurs, il est intégré dans nous. Cette joie-là de voir 2 gilets pour 5 piastres, là, la joie du rabais, la joie de jamais voir ce qu'il y a derrière, elle va rester là quand même. Tu sais, c'est un de nos gros problèmes en ce moment, là. Je veux dire, on ne veut pas payer pour une alimentation plus saine en ce moment. La valeur de l'argent est extrêmement présente, mais tu demanderas aux gens leur valeur, jamais ils diraient l'argent, ni le travail. Bien, quelques-uns, mais c'est pas la première qui va ressortir. Mais pourtant, leur vie, concrètement, à tous les jours, c'est ça. Puis c'est pas pour en faire un jugement, justement, de valeur, c'est juste pour qu'ils s'en rendent compte. Fait qu'on, je le fais aussi souvent, ce travail-là qui regardent leurs valeurs, puis après, il y a celles qu'ils voudraient avoir, qu'ils pensent qu'ils ont, puis après, regarder leur semaine, là, à quoi ils dédient du temps, puis des efforts, puis à quelle valeur est présente. Puis en général, ça donne des chocs aux gens un peu parce que ça te déstabilise, parce que dans le fond, tu te rends compte que finalement, ben c'est la consommation, l'argent, le travail qui prend le plus de place avec la famille. La famille est encore assez présente, l'amitié, famille, mais après, le reste, il reste plus beaucoup de place. La transformation démographique du Québec, le fait qu'il y a des gens d'ailleurs qui viennent vivre sur notre territoire puis qui deviennent des Québécois, ça a un impact éducatif. Est-ce que ça contribue à faire changer les consciences? Bien, je ne sais pas encore ici pour notre territoire parce qu'il n'y en a pas encore assez. Mais je le vois quand... Mais ça fait partie de mes espoirs, là, quand même, que ce lien-là, quand je disais tout à l'heure que le fait que tout d'un coup, il y a des jeunes de Centrafrique qui arrivent dans leur école ou de différents endroits, puis qui ne sont pas des jeunes non plus issus d'une immigration qu'on appelle l'immigration économique, là, ou des gens qui ont migré des fois par choix, mais qui sont des gens qui ont migré par obligation, en fait. Je peux pas croire que ça va pas amener des prises de conscience dans les échanges. Mais en même temps, en ce moment, c'est une immigration jeune encore. Fait que quand tu viens d'arriver dans un autre pays, c'est pas tout de suite que tu vas te mettre à critiquer ce que ce pays-là a fait chez toi ou à critiquer. En général, tu es reconnaissant. On est plus dans la gratitude, là. Mais en même temps, tu vas raconter ton histoire. Oui, tu vas raconter ton histoire. Peut-être que ça peut... j'imagine que ça va changer la donne. Mais tu sais, quand je reviens sur les valeurs capitalistes, ces valeurs-là, ils ont été envoyées partout dans le monde par le cinéma, entre autres, qui est un très, très grand pouvoir. Fait que ces valeurs-là aussi, cet idéal-là de surconsommation, de richesse, d'opulence, il est dans la tête aussi de beaucoup de gens qui migrent. Est-ce qu'on peut faire contrepoids à ça? J'espère, mais je ne peux pas me fier sur les gens qui arrivent des pays les plus pauvres pour porter nécessairement le même message que je porte, pas du tout. Parce que quand tu as manqué de tout, on le sait, notre génération, nous, de nos parents, il y en a qui avaient manqué de tout avec nos grands-parents, là, où, tu sais, ma mère, là, ils ont mangé du jambon puis des patates à tous les jours de sa vie. On a le souvenir de ça pas très lointain, là. C'est ça. Fait que, tu sais, juste après, ben cette génération-là, elle s'est lancée dans quoi? Dans surconsommation. Est-ce que ça va être le même phénomène avec les gens qui arrivent d'ailleurs aussi? Des fois, t'as manqué de tout, puis tout d'un coup, tu as accès à ça. Il y en a beaucoup aussi de personnes migrantes qui disent c'est tellement dur au début, l'isolement, la tristesse d'avoir tout perdu. Il y en a évidemment beaucoup qui vont se lancer dans la consommation comme... Manière de compenser, là. Manière de compenser. Mais en même temps, il y a beaucoup de leurs familles, il y a beaucoup de gens qui restent dans les pays. Donc, aussi, beaucoup vont se mettre rapidement à travailler pour envoyer de l'argent chez eux. Fait que ça aussi, tout de suite, ça les rend un peu esclaves aussi encore là du travail, de n'importe quel travail pour pouvoir envoyer des sous dans leur famille. Je pense que c'est la préoccupation numéro 1 d'une très grande majorité d'immigrants au Québec, c'est ramasser de l'argent pour l'envoyer chez eux. On s'en rend pas compte, là, mais c'est constamment là, tout le temps. Fait que ça laisse moins de place aussi à la participation démocratique de ces personnes-là ou à des... Mais la prochaine génération, probablement, mais là, je ne suis pas devine pour savoir quelle place ça va prendre, là. Ça
change leur avenir, ça change ce à quoi ils doivent s'intéresser, chercher sur Internet, à comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver, parce que c'est pas l'école en ce moment qui leur enseigne beaucoup les réponses aux enjeux climatiques. Ça change leur avenir, leurs rêves, puis leur plan de carrière, assurément. On parle beaucoup de crise. Tu sais, on a parlé de changement climatique, on a parlé d'urgence climatique. Maintenant, on utilise le mot crise. Est-ce que tu as espoir, est-ce que tu es confiante qu'on en vienne à faire ce qu'on dit avant qu'il soit trop tard? Non. Ben, je sais pas c'est quoi trop tard. Tu sais, je pense qu'on s'adapte. Avant les catastrophes. Oui, avant des plus grandes catastrophes. Parce que les catastrophes sont déjà là. Il est déjà trop tard à certains endroits. Je veux dire, il y a des milliers de morts presque tous les jours reliés à différentes catastrophes. Les premières étant des catastrophes reliées aussi à la faim, là. La faim dans le monde fait encore des maladies bénignes, de l'eau contaminée. Pour moi, il est déjà... c'est pas une question de tard ou trop tard, mais les tragédies sont déjà là depuis longtemps. Là, on les voit plus, on en entend parler constamment, fait que ça nous met dans un état aussi de crise. Mais la crise, tu sais, j'ai des amis latino-américains qui me disent « Vous me faites rire quand vous parlez de crise. Nous, ça fait 500 ans qu'on est en crise. » Ça les énerve aussi que tout d'un coup, là, le Nord se dise hey, « C'est la crise » parce que ça fait longtemps que les populations les plus vulnérables du globe qui se font exploiter par les pays les plus riches sont en crise, puis que la vie est une survie et pas une vie... Oui, les gens trouvent des petits moments de bonheur là, tous les jours, mais c'est une survie juste de tous les jours où Donc, la crise, je sais pas comment prendre ce mot-là. Même avec les jeunes ici, quand je leur parle de crise, ils ne se sentent pas en crise. Ils ne la sentent pas encore ici. Il y a des chances qu'on la sente jamais avant que ce soit l'apocalypse au sud d'ici. Hein, on va être les derniers touchés. Probablement. Il y a des choses quand même qui peuvent être touchées. Mais tu sais, je regarde ce qui s'est passé à Mégantic. Là, c'est pas relié au changement climatique, c'est un train. Mais ça a été extrêmement catastrophique. Fait que, tu sais, la thèse que ça prend des grosses catastrophes pour qu'on change, oui, ça aide, mais je regarde les changements après Mégantic, c'est pas énorme. Puis c'est une des pires tragédies qu'a connu le Québec dans les dernières années. Puis pourtant, ça n'a pas amené des changements nécessairement radicaux après par rapport aux questions du transport, du pétrole. Je dis pas que c'est rien passé, là, mais ça n'a pas... Tu sais, est-ce qu'il est trop... Je trouve que je ne sais pas comment répondre à cette question-là, trop tard, parce que je me dis, on va s'adapter. Je pense pas qu'en faisant peur, on va plus vite. Mais c'est pas non plus en rassurant que ça avance non plus. Je sais pas quelle posture. Des fois, par rapport à ça, on critique beaucoup les environnementalistes de crier au loup, mais je veux dire, moi, je criais pas au loup juste pour la crise climatique. Ça fait longtemps que je trouve que la situation a aucun sens pour la majorité de la population du monde. Puis il suffit d'avoir voyagé un peu pour se dire hey, ça peut pas continuer comme ça. Je peux pas accepter ce niveau-là de souffrance ailleurs pendant que moi, je me gave, puis que je me gave sur le dos des autres. Parce que c'est pas juste je vais avoir de la gratitude parce que moi, j'ai tout dans ma vie, puis ça va bien, je pense aux autres. C'est que ce que j'ai, je l'ai aussi pris sur le dos de d'autres. Puis là, en ce moment, on se rend compte que ce qu'on a, on l'a pris aussi sur le dos de la planète. Du vivant, en fait. Est-ce qu'il est trop tard? T'sais, la plupart des scientifiques disent que oui, là, ils le disent pas trop fort. Le niveau de déclin de la biodiversité est tellement déjà avancé. Mais c'est sûr que quand je pense à ma fille, quand je pense à l'avenir, je me dis toujours de toute façon que notre devoir, c'est d'essayer d'atténuer ça, de trouver comment on va vivre avec cette situation-là. Puis ce que je dis avec les jeunes aussi, des fois, qui sont découragés, mais même avec moi-même, c'est que j'ai espoir qu'on va traverser ce qui s'en vient avec le moins de chaos possible. Avec le moins... Tu sais, quand on regarde des films, justement, apocalyptiques, là, tu sais, il y a deux choix. Soit on s'entretue toutes, là, puis c'est la folie, puis tout le monde part avec l'épicerie, là, dans son coin, ou on se la partage. Okay, fait que moi, je ne sais pas si les catastrophes vont faire en sorte qu'on veut tout courir pour aller chercher la nourriture. Ça se peut, ça se peut. Mais j'espère juste, j'essaie de semer dans ce que je fais que face aux crises qui arrivent, puis qui sont déjà là, qu'on va trouver des solutions ensemble pour que ça soit le moins violent possible, puis que ça soit le plus agréable possible, le plus digne possible pour les êtres humains qu'on est.
traverser ça puis de créer le nouveau monde qui va se créer. J'ai encore espoir que l'humain ne disparaisse pas. Mais tu sais, qu'est-ce que j'en sais? Mais j'aimerais ça. Moi, je trouve que la pire chose, c'est la violence dans la vie, là. La violence qu'on fait à la terre, mais la violence entre nous, c'est ça qui gâche notre vie à tous les jours. Parce qu'on peut vivre avec extrêmement peu, mais si je vis pas dans la peur, ça va. Ça peut aller. Ça peut aller de manger 2 bols de riz par jour si je vis pas dans la peur. C'est pas extraordinaire. Je peux avoir une maladie, j'ai pas accès au système de santé, je veux dire, c'est grave, mais je trouve que l'insécurité, c'est la pire des peurs qu'on se fait. Puis l'insécurité entre nous aussi, là, d'avoir peur de son prochain, d'avoir peur qu'il me vole, qu'il me prenne. Fait que c'est sur ça que je mise. Ça, il n'est pas trop tard pour ça. Ça change qu'on a besoin de politiciens plus visionnaires, plus responsables. En fait, on en a toujours eu besoin, sauf que là, l'urgence est devant nous. C'est la survie des prochaines générations qui est en jeu. Donc, ça change que ça nous prend plus de diversité pour représenter plus de points de vue différents avec des gens qui ont une grande préoccupation, en fait, pour le bien commun puis la survie des prochaines générations dans un environnement sain. C'est pas juste de survivre, c'est d'être bien. Est-ce qu'il y a, Sarah, un texte auquel tu reviens puis qui t'inspire une forme de courage? Mais dernièrement, Vandana Shiva, qui est une écologiste militante indienne, elle disait Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Ça m'a donné du courage, mais ça m'a donné vraiment la perspective aussi que je pense à laquelle j'adhère puis que je m'en rendais pas compte parce que des fois, ça m'agace le côté sauver la planète parce que c'est le même qu'aller sauver les pauvres ou aller sauver la planète. La planète, elle se défend d'elle-même, mais on est en train de la détruire. Puis le fait qu'on se lève, que beaucoup de personnes se lèvent en ce moment pour leur avenir, que les jeunes se lèvent, que des femmes, que les populations les plus vulnérables se lèvent, c'est vraiment un instinct de survie aussi parce qu'on en fait partie de cette nature-là. C'est pas juste la responsabilité. C'est une force en dedans de nous de survie aussi. Fait que j'aimais ça qu'elle dise qu'on est nous-mêmes la nature qui se défend, puis il faut qu'on se rappelle qu'on est nature, là, qu'il faut qu'on se rappelle qu'on est des poussières d'étoiles, ou il faut qu'on se rappelle de où on vient. Ça nous reconnecte. En fait, c'est ce que j'essaie de faire dans l'éducation que je fais aussi, de reconnecter les gens entre les éléments de la Terre et les autres êtres humains, puis eux-mêmes, là. Parce qu'il y a tout un espace de publicité puis de consommation qui est complètement déconnecté de ça. Fait que, ouais, nous ne défendons pas la nature. J'aime ça. Parce qu'on se fait souvent accuser aussi les écologistes, là, les sauveurs de la Terre, les moralisateurs, tout ça. Puis je me reconnais pas quand on décrit ça comme ça. J'ai juste l'impression que c'est quelque chose qui pousse en moi puis que je suis en train de vouloir défendre ou me protéger moi-même aussi, finalement, là, de la violence, de la souffrance, de la destruction pour moi puis pour les autres aussi. Là. Merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir.